Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, que se passe-t-il précisément en Russie ? Eh bien regardez, la Russie vient de lancer une série d'exercices militaires dont certains sont des exercices nucléaires. Moscou fait les choses en grand, plus de 3000 militaires impliqués, 300 équipements testés pendant 3 jours dans 3 régions russes. Moscou ne précise pas lesquelles, mais cela inclura très certainement la base militaire de Plesetsk qui se trouve dans le nord-ouest de la Russie. Moscou va tester son missile balistique intercontinental Yars. C'est le pilier de l'arsenal nucléaire russe. Gigantesque missile de 23 mètres de haut, 2 mètres de diamètre, portée maximale 12 000 km, c'est-à-dire qu'il peut atteindre n'importe quelle cible sur la planète, capable de transporter 3 à 6 têtes nucléaires qui peuvent chacune viser une cible différente et détruire une petite ville. Précision moins de 150 mètres et c'est un missile hypersonique, vitesse maximale, Mach 14 fois la vitesse du son, soit plus de 17 000 km/h. Le commandement russe affirme qu'aucun système de défense antiaérienne ne peut l'abattre et le but de ces exercices est bien de tester les contre-mesures capables de stopper Yars. Le ministère de la Défense russe explique même qu'une attention toute particulière sera accordée à l'utilisation de drones militaires qui sont, on le sait, l'un des moyens de stopper les missiles. Poutine est confiant, pour lui c'est une arme invincible, on le comprend. L'exercice est aussi un moyen de montrer les muscles. Et on se doute que si ce missile ressort maintenant, ça a un sens. Oui, parce que la dernière fois qu'on a vu le Yars, c'était le 27 février. Avant cela, le 15 décembre, on l'a vu, vous le voyez, s'élever vers le ciel. Le missile hypersonique avait été installé dans son silo. On va voir cet énorme camion qui le transporte jusqu'à son lieu de lancement sur une base militaire dans la région de Kalouga, c'est dans le sud-ouest de la Russie. Et puis la dernière fois qu'on l'a vu testé à proprement parler, c'était en octobre dernier, lors des exercices annuels de dissuasion nucléaire russe, les fameux GROM. Et on vous avait alors montré ces images. On est dans la salle de commandement de la base militaire de Plesetsk. Ces 2 hommes opèrent les derniers réglages, puis vous allez le voir, appuient sur le bouton rouge et déclenchent le lancement de Yars. À ce moment-là, au vu de la quantité d'images, on comprenait effectivement que Moscou communiquait délibérément sur sa force de frappe. Et est-ce que ces nouveaux exercices étaient prévus, Justine ? Oui, ces exercices sont organisés chaque année par le ministère de la Défense russe. Mais néanmoins, comme il est de tradition quand on mène des essais nucléaires, Moscou a bel et bien prévenu Washington. Pour Stéphane Audran, qui est consultant en risques internationaux, spécialiste dans l'armement, c'est bien la preuve que Moscou n'a pas encore coupé toutes ses relations avec les autres puissances nucléaires, et notamment avec les États-Unis. Écoutez. Pour l'instant, les Russes sont dans les schémas classiques où ils préviennent quand ils vont faire un test, mais de la même façon que les Français préviennent quand ils font un test. Donc bien entendu, ils sont dans cette posture qui consiste à rappeler au monde en permanence qu'ils ont un grand arsenal, qu'ils sont très forts sur le plan nucléaire, mais ils ne sortent pas des clous du signalement stratégique pour l'instant. Voilà, ce qui pourrait sembler rassurant. Et pourtant, il y a eu un changement important ces dernières semaines. Non ? Effectivement, parce que le mois dernier, la Russie a annoncé suspendre sa participation au traité New Start, accord sur le nucléaire qui était censé assurer une coopération entre les États-Unis et la Russie, justement pour limiter le nombre de têtes nucléaires de chacun. La semaine dernière, de hauts responsables américains annonçaient que Washington avait proposé à Moscou de continuer les mesures de vérification, justement pour que chaque camp puisse contrôler l'arsenal de l'autre. Refus catégorique de la Russie. En conséquence, les États-Unis cessent aussi de coopérer. Écoutez, Vedant Patel, porte-parole du département d'État américain. Russia's failure to exchange this data will therefore be a violation of the treaty, adding on to its existing violations of the New START treaty. And as a result, lawful countermeasures intended to encourage Russia to return to compliance with the treaty, and the U.S. will likewise not provide its biannual data update to Russia. Ces mesures de contrôle supprimées, que reste-t-il du dialogue nucléaire entre les 2 puissances ? Écoutez Stéphane Audran. Il reste un dernier mécanisme qui sont les Nuclear Risk Reduction Centers, qui sont des centres communs de dialogue autour de la réduction des risques nucléaires. C'est le dernier petit cordon, c'est le téléphone rouge. C'est la dernière ligne qui reste. Tant que cette dernière ligne reste, on sait qu'on peut au moins dissiper les cas de malentendus. Mais là, effectivement, on est dans une situation très érodée sur les mécanismes de contrôle des armements. Et on est, oui, dans une situation qui se tend.
Merci beaucoup, Justine, pour ce point très complet. Je me tourne vers vous, mon général, pour d'abord aborder l'aspect militaire. Est-ce qu'il faut s'inquiéter lorsque l'on a ce type d'engin? Et Justine Fraissinet l'a bien rappelé, ce sont des engins qui, sur le papier, sont extrêmement effrayants. Oui, mais ces engins existent, on le sait depuis longtemps. Moi, je trouve que ce qu'il y a de rassurant, c'est que d'abord, le dialogue nucléaire continue, puisque les Américains parlent aux Russes sur ce sujet-là. La deuxième chose, c'est que la communication fait partie de la dissuasion. Et donc, il y a beaucoup de communication sur un exercice qui se déroule normalement tous les ans. Et donc, il faut le prendre comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de danger qu'avant. Il y a toujours un dialogue, on se parle, on communique. Le jour où les Américains nous informeront que le niveau d'alerte des nucléaires a changé et que les Russes ne communiqueront pas dessus, là, je serai inquiet. Oui. Mais pour l'instant, je ne suis pas inquiet. Et ça n'est pas le cas. Effectivement, les Américains n'ont pas commenté aujourd'hui ces exercices. D'un point de vue plus géopolitique, Dominique Moisy, comment vous interprétez ce nouvel exercice qui arrive après les déclarations de samedi dernier sur la Biélorussie et sur les armes tactiques qui vont peut-être y être installées? L'interprétation que je donnerais est peut-être un peu différente de la vôtre, mon général. La Russie est en train de comprendre qu'elle ne peut pas gagner cette guerre. Ses troupes ne progressent pas à Bakhmout. Il y a tout un ensemble de données qui sont pour elle négatives. Et avec des déclarations et des actes de ce type, elle nous dit, bon, je ne vais pas gagner, mais je ne vais pas la perdre. Je ne peux pas la perdre. Et donc, je serais plus inquiet, en réalité, du contexte actuel. En plus, il y a, dans les propos de Poutine, de plus en plus une évocation de la Corée du Nord. Et quelque part, si on veut se placer dans un champ historique, on peut dire que la Russie, un peu comme la Chine de Mao Tse-tung, est en train de nous dire, vous savez, j'ai des zones géographiques incroyables. Je suis la première puissance géographique au monde. Et comme vous le savez, je n'attache pas beaucoup d'importance à la vie humaine. Donc moi, je suis prêt, si vous me provoquez, si vous continuez à le faire, à utiliser l'arme atomique. Et n'oubliez pas, je suis prêt à aller très loin. Kutuzov, en 1812, avait accepté de sacrifier Moscou. Il avait brûlé. Devant la grande armée de Napoléon. Pour enfermer et faire mourir de faim la grande armée de Napoléon. Donc je crois, avec toutes ces références, je serais un peu plus inquiet en me disant que le contexte est en train d'évoluer. Alors, un optimisme relatif, un pessimisme relatif, Jean Quatremer. Un réalisme relatif, peut-être? L'hypothèse de Dominique Moisy est intéressante. Le bémol que j'y mettrai, si vous me permettez, Dominique, c'est que le territoire russe n'est pas envahi. Jusqu'à présent, alors c'est vrai qu'ils ont annexé avec ces référendums bidons toute une partie de l'Ukraine, mais ils ne sont pas complètement stupides. D'ailleurs, sinon, s'ils estimaient que leur territoire était envahi, il y a longtemps qu'ils auraient balancé des armes nucléaires sur Kiev, voire sur l'Occident. En l'occurrence, ils savent bien que la revendication est quand même très légère. Sur la Crimée, la question pourrait se poser. Ça, je n'aborderai pas la Crimée. Donc pour l'instant, je pense que c'est plutôt de l'agitation. Je pense que même s'ils perdent cette guerre, c'est-à-dire sous réserve de la Crimée, encore une fois, qui pourrait peut-être déclencher effectivement une escalade, je ne crois pas qu'ils utiliseraient l'arme nucléaire. Pourquoi ? Effectivement, la vie humaine leur importe peu, mais la riposte occidentale à une utilisation de l'arme nucléaire, parce que l'arme nucléaire, elle serait déclenchée contre qui ? Pas seulement contre Kiev, sans doute contre les Occidentaux. Donc la riposte serait telle que de toute façon, peut-être effectivement ils n'en ont rien à faire de la vie humaine, mais Poutine vivra dans son bunker jusqu'à la fin de l'éternité. Donc qui a envie quel dirigeant même fou, à part Adolf Hitler, mais qui était... Adolf Hitler était mort dans son bunker. Il était envahi, l'armée rouge était dans Berlin. On en est très très loin. Petite remarque du général Trinquant. Oui, juste une petite remarque. Mariana ensuite, on ne peut évidemment pas
exclure l'acte suicidaire. Oui. Je suis d'accord. On ne peut pas l'exclure. Mais dans tout ce qui précède ça, dans le dialogue, je répète ce que disait le pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Il faut absolument montrer notre fermeté de caractère, notre fermeté jusqu'au bout, de façon à ce qu'ils se rendent compte, jusqu'au bout, que sa communication pour faire peur ne fonctionne pas, mais ceci n'exclut pas effectivement un acte suicidaire. Alors, avant de laisser la parole à Mariana Perbenesiuk, mais j'y viens dans un instant, ce qui est intéressant, c'est que la télévision russe, et on vous diffuse régulièrement des extraits ici, c'est une sorte de thermomètre aussi de ce qui se passe dans les arcanes du pouvoir, se focalise sur la question de ces armes très puissantes, avec évidemment un doigt pointé vers l'ennemi occidental. Вполне возможно, что это и другие средства удара, средства поражения, которые получены от Запада. Ведь мы далеко не все знаем. Вот не представляем себе полностью номенклатуру того вооружения и военной техники, которая поставляется в настоящее время вооруженным силам Украины. И вот само применение вот этого высокоточного оружия, я так полагаю, опять-таки это только из области предположений, оно будет исключительно массировано на всю глубину построения обороны наших войск, одновременно по всем командным пунктам, узлам связи, складам вооружений и боеприпасов, линиям связи. То есть без сюрпризов в этом плане не обойдется. Voilà, l'information de la peur, elle est évidemment à destination du monde, mais aussi à destination de la population russe, on le voit bien. Oui, d'ailleurs, je ferai preuve de sagesse, je me rangerai derrière le spécialiste militaire sur cette question. Et j'ai remarqué une chose, parce qu'on commente quand même assez souvent de manœuvres militaires russes, y compris avec les armes qui peuvent porter des charges nucléaires. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, ce sont des types d'armes différents. C'est presque comme si on voulait dérouler tout ce catalogue et qu'ils savaient qu'on allait tous reprendre, faire ce petit explicatif sur toutes ces armes, comme s'il y avait un plan de communication pour faire peur à l'Europe, au monde. Voyez ce que nous avons, parce que apparemment le monde n'a plus tellement peur de l'armée russe. Eh bien, ils essaient de réinstaurer cette peur. Oui. Je ne vois pas d'autre raison. Une démonstration de puissance au moment où il y a plutôt une forme de puissance sur le terrain. Je vous rappelle quand même que ça fait 6 mois qu'on annonce la chute de Bakhmout. Oui. 6 mois que là, tous les jours, on dit ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. C'est-à-dire que l'armée russe n'apprend strictement rien. On n'a pas vu, et ils en sont à ressortir maintenant des T-55, des T-54, au rythme où on est parti, ça va être des chars de la Première Guerre mondiale. Il faut voir que, alors ils nous montrent effectivement ce qu'ils ont peut-être de mieux dans leur arsenal. On ne sait pas trop combien ils en ont d'ailleurs de fusées. On ne sait pas trop si ça vole bien. Et on ne sait pas trop si ça vole bien non plus d'ailleurs, Zoé, ça c'est pas tout à fait faux. Donc, à chaque fois, ils tentent de me dire, ouais, regardez, nous restons une grande puissance, même sur le terrain. Pour l'instant, cette armée russe, elle se prend une tannée. Je veux dire, quand même, c'est un pays de 170 millions d'habitants qui tente d'envahir un pays qui est bien plus petit que lui, et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Non, mais ça, clairement, Jean a raison. Le problème de l'armée russe, c'est que moi, j'ai aucun doute sur le fait que ça vole très bien et que ce sont des armées efficaces. Mais l'armée russe s'est modernisée vers le haut, dans sa tranche stratégique, etc. Mais au sol, l'armée russe, effectivement, essuie un échec, et un échec qui est le résultat de l'absence de modernisation, etc. Il faut se souvenir que, je reviens toujours à une chose, moi, c'est l'opération en Crimée en 2014. Gerasimov a fait une remarquable opération, dans laquelle, en fait, il n'a pas eu besoin de vraiment utiliser l'armée. Ouais. Et il a emporté. C'est totalement asymétrique. Pratiquement aucun mort, effectivement. Voilà, totalement asymétrique. En revanche, ce qu'il fait depuis 1 an et quelques, ça ne marche pas. Il n'y arrive pas. Mais là, effectivement, il a de l'armement qui permet, au passage, le maintien de l'existence de la Russie, puisque la Russie combat en Ukraine sous le parapluie nucléaire russe. Si vous permettez, je fais une toute petite remarque. Pourquoi, d'où vient ma réplique sur si ça vole bien. Premièrement, parce que c'est devenu une sorte de source de blague, tout ce que la Russie développe depuis son indépendance, depuis son existence comme sous-empire, et il y a beaucoup de choses qui ne volent pas. C'est premièrement, et deuxièmement, hier, c'est un développement de missiles balistiques intercontinentaux, des armes similaires, mais de la génération précédente, qui, elle était coproduite par des Ukrainiens, qui, eux, ont
la réputation de faire des missiles extraordinaires qui volent très bien. Et là, ils ont essayé de l'améliorer eux-mêmes. Il y en a sans doute assez qui volent pour raser la planète. Là-dessus, je pense qu'on sera à peu près d'accord, même si certains volent mal. La question, dans le fond, sous-jacente à chaque fois, c'est: est-ce un bluff de la part de Vladimir Poutine? On s'est répété au fil des années, après plus de 20 ans de pouvoir, qu'il bluffait. Peut-être sur la Crimée au départ, peut-être sur l'Ukraine. Quand on voit que ça n'en a pas été, est-ce qu'en effet, il faut s'inquiéter? Je reviens vers vous parce que vous êtes le moins optimiste, on va dire, de ce plateau. Je dirais, ne sous-estimons jamais l'irrationalité des hommes. Et en particulier lorsqu'ils agissent de manière, en apparence, paranoïaque. Alors, maintenant, je rejoins tout à fait le général Trinquant en disant « n'ayons pas peur ». Mais ne pas avoir peur, ça ne signifie pas ne pas, en réalité, prendre au sérieux la menace. Alors, en tout cas, ça arrive à un moment très précis. Vous avez parlé de ce timing, au moment où les plus hautes autorités ukrainiennes n'hésitent pas à parler très ouvertement de la future contre-offensive. C'est le cas, par exemple, de Reznikov. On l'écoute. Our general staff, they are planning that in a different direction, and it will depend on the time. The best time, I mean, under their decision, and also it will depend from the weather conditions. You know that during the springtime we have wet land, and you know that you can use only with the tracks, vehicles without wheels, for example. That I think that we'll see during these 2 months. I mean, April and May. On le sent très tranquille. Il est évidemment question de l'utilisation des chars qui commencent à arriver, hein, les Léopards, les Marder, les AMX, les Bradley, etc. etc. Est-ce que le timing, Général Trinquant, entre ce déploiement, cet exercice en Russie et ce qui se passe en Ukraine est dû au hasard? Non, je pense qu'effectivement, les Russes montrent ce qu'ils ont de plus dangereux, d'une certaine façon, parce que sur le terrain, ils sont engagés depuis longtemps. On le disait, Bakhmout, depuis 6 mois, il ne progresse pas. Donc chacun montre un peu ses arguments. J'aime beaucoup cette interview-là, parce que, pour ne rien dire, c'est fantastique. Hein. Il y aura une offensive, mais alors on ne sait pas quand, on ne sait pas où. Et bon, il a raison d'ailleurs. Hein. Au passage, il a parfaitement raison. Il ne va pas dévoiler l'endroit. Non, mais bien sûr. Pour moi, il y a 5 conditions pour l'offensive. Avoir les équipements, avoir les munitions, avoir le personnel entraîné sur les équipements, avoir l'état-major qui a préparé l'offensive et la météo qui va bien. Quand vous avez ces 5 conditions, ça marche bien. Et donc, apparemment, ça sera plutôt fin mai-juin. Mais il a raison d'être dans le flou. Il a raison aussi de dire qu'il y aura une offensive, parce que rappelons-nous qu'il y a des échéances politique en 2014 aux États-Unis, par exemple. 2024, pardon. Qui font que en 2023, il faut faire quelque chose, quoi. L'élection américaine, effectivement, qui est en novembre 2024.